Jamais ces dernières années, le monde n'a eu autant besoin de la France, de sa voix, de la bienveillante autorité de sa diplomatie, de ses capacités d'influence sur les grandes puissances. Alors que je considère qu'en matière de politique étrangère, l'un des maîtres mots doit être la constance, les virevoltes du président de la République sur le conflit ukrainien n'ont pas permis à la France de peser significativement. Et c'est à Riyad et à Istanbul que cela se passe, et malheureusement sans nous. Certes, je ne peux que me réjouir qu'Emmanuel Macron soit passé d'un chimérique « nous avons la conviction que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe » le 27 février 2024 à un plus réaliste « notre souhait est qu'il puisse y avoir des conflits qui s'arrêtent, une trêve mesurable, vérifiable, qui permette la négociation d'une paix durable » le 20 février 2025. Je ne peux néanmoins que constater ce grand écart, conséquence d'une politique de gribouille, peu lisible, évoluant au jour le jour, sans vision construite. Ce grand écart s'est une fois de plus manifesté lors de sa récente visite à Washington, où il n'a été finalement question que de pouvoir exister. Mais évidemment, ce grand écart qui frise avec le concept des injonctions contradictoires est aussi celui des États-Unis, dont le président Zelensky a malheureusement fait les frais à Washington. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il ne faut pas être naïf. Si l'inflexion profonde des États-Unis vis-à-vis du conflit ukrainien vise à un arrêt des combats sans capitulation ukrainienne pour espérer arriver à un accord de paix, elle n'en demeure pas moins guidée par la défense des intérêts américains, en particulier économiques. Outre l'accord sur les terres rares, chacun aura compris le calcul consistant à éviter la consolidation d'un axe Russie-Chine, une des conséquences de l'intransigeance occidentale vis-à-vis de la Russie ces dernières années. Alors, nous ne pouvons que regretter que finalement l'Europe soit le seul continent où l'on s'interdise toute réflexion stratégique. Le courage, c'est de dialoguer, y compris face à des dirigeants avec lesquels nous avons des profonds désaccords. C'est d'ailleurs le sens et l'honneur de la diplomatie. Et il ne saurait y avoir d'autre moyen de préserver ses intérêts que d'affronter avec courage les obstacles qui les menacent. Comme je l'ai déjà dit, la paix semble aujourd'hui difficile. Faut-il pour autant y renoncer? Je ne le crois pas. Pour agir pour une paix solide et durable, pour reprendre les mots du président de la République, il faut, comme je le propose depuis désormais 3 ans, organiser une conférence sur la paix qui mette autour de la table les nations, sans les instances supranationales comme l'OTAN ou l'Union européenne. Les nations qui ont un intérêt dans la stabilisation de la région. L'Ukraine et la Russie, bien sûr, les États-Unis, la France, la Turquie et l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Moldavie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, la Finlande, la Slovaquie, la République tchèque, la Suède, la Norvège, l'Italie et la Bulgarie. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Le traité qui y serait discuté doit éviter, comme ce fut par exemple le cas du traité de Versailles, de contenir les germes de la guerre d'après.